Lors des discussions entre Abidjan et Bamako pour la libération des 49 soldats détenus au Mali depuis plusieurs jours, les autorités maliennes pourraient demander un échange contre des proches de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta qui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire depuis la chute de ce dernier. Les 49 militaires ivoiriens arrêtés à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako le 10 juillet dernier et présentés comme une force subversive par les autorités de la transition malienne pourraient servir de rançon dans le cadre d'un échange entre Abidjan et Bamako. En effet, le 28 juillet dernier, le procureur général de la Cour suprême du Mali a, dans un courrier, informé l'opinion publique nationale et internationale de l'émission de plusieurs mandats d'arrêt internationaux contre Boubou Cissé, Thiéman Hubert Koulibaly, Mamadou Diarra Igor, respectivement ancien ministre de l'économie et des finances, ancien ministre de la Défense nationale de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Outre ces trois anciens ministres maliens, d'autres ex-hauts-fonctionnaires dont Baba Liba, ex-patron de la BMSSA sont également visés par le mandat d'arrêt émis le 25 juillet dernier. Selon des sources dignes de foi, ces personnalités de l'ancien pouvoir IBK se trouvent pour la plupart en Côte d'Ivoire, sous la protection du régime Ouattara. L'annonce de l'émission de mandats d'arrêt internationaux contre elles, à ce moment précis, est loin d'être fortuite. Cela intervient au moment où Robert Dussey, ministre des Affaires étrangères du Togo, sur instruction du président Faure Gnassingbé, entreprend une mission de bons offices entre Abidjan et Bamako pour obtenir la libération des 49 militaires ivoiriens présentés par Abidjan comme des éléments nationaux de soutien au contingent ivoirien de la MINUSMA. Chose que Bamako a réfutée avec ses preuves. À l'entame de la médiation du chef de la diplomatie togolaise, l'on se demandait bien ce que Assimi Goïta et ses amis de la transition malienne pourraient mettre dans la balance des discussions. La réponse à cette interrogation n'a pas tardé à venir. Nul doute que Bamako réclamera d'Alassane Ouattara le rapatriement de toutes les personnes se trouvant en Côte d'Ivoire, visées par un mandat d'arrêt. Le faisant, les autorités maliennes mettront une colle au chef de l'État ivoirien qui sera dans l'obligation de faire un choix entre les 49 militaires et ses protégés maliens. En choisissant de protéger Boubou Cissé et les autres, le chef de l'exécutif ivoirien prendrait le risque de provoquer la colère des familles et frères d'armes de ces soldats en détention au Mali depuis le 10 juillet dernier. Aussi, en livrant ses protégés maliens, Alassane Ouattara brisera certainement un lien entre lui et le clan Ibrahim Boubacar Keïta. En tout cas, si Bamako venait à réclamer le transfèrement des personnalités politiques du Mali qui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire après la chute de IBK, Alassane Ouattara se verra dans une posture peu enviable. Et selon toute vraisemblance, c'est que Bamako se prépare à faire. Depuis son bastion de Kidal, la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, a déploré, les 16 et 17 juillet, l'abandon de la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger signé en 2015. Dans le numéro de jonglerie que la junte malienne exécute avec ses partenaires passés, vacillants ou tout nouveaux, chacun essaie de trouver sa place. Très souvent cités aux prémices de la crise du Septentrion, les mouvements Touareg et leurs rêves azawadiens ne semblent plus au cœur des discours politiques, singulièrement depuis le coup d'État militaire d'août 2020 et sa réplique de mai 2021. La coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, s'est donc réunie, les 16 et 17 juillet 2022 à Kidal, pour évoquer l'accord de paix d'Alger. Signé il y a 7 ans, ce dernier semble subir au mieux un aggiornamento, au pire une renonciation, qu'il s'agisse de l'intégration des ex-rebelles au sein des forces de défense maliennes et ou de la plus large autonomie censée être accordée aux régions. C'est sur la base de cet accord que l'Alliance de groupes Touareg et nationalistes arabes du Nord, créée en 2014, avait accepté de suspendre ses actes de rébellion contre le pouvoir central. Elle ne sait manifestement plus sur quel pied danser. Depuis une zone peu éloignée de la frontière algérienne, la CMA déplore, avec inquiétude, l'abandon apparent de la mise en œuvre de l'accord de paix, notamment depuis l'avènement de la transition. Pas grand-chose comme mise en œuvre, et aucune réunion depuis octobre 2021, résume le porte-parole de la coordination, Mohamed El Maoulou Ould Ramadan. Crainte d'escalade. En off, des proches du régime bamakois évoquent une déclaration fallacieuse, d'émanant d'ex-rebelles impatients. Mais, pour nombre d'observateurs indépendants, l'arrêt de l'application de l'accord d'Alger est suffisamment factuel pour que le communiqué de la CMA soit légitime. Voire préoccupant. En effet, la CMA se réserve désormais le droit de tirer toutes les conséquences de cette apparente inertie politique. Il est donc à craindre que ces composantes radicales envisagent un bras de fer qui n'a rien de rhétorique. L'arrivée d'Al-Gabas Argé Intala à la tête de la coordination pourrait corroborer ces craintes. Il est en effet présenté comme un proche d'Iyad Argé Ghali, dont le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, lié à Al-Qaïda, est responsable de centaines d'attaques contre les soldats maliens et les civils. Certes,
les auteurs du communiqué de Kidal affirment condamner toutes les formes de violence et de terreur exercées sur la population civile. Les langues déliées et les muscles bandés, chacun tourne donc son regard vers les autorités de Bamako. Boubacar Bokoum, président du Parti africain pour l'intégration et la souveraineté, dépeint la situation du terrorisme dans le Sahel, invite les États africains à s'unir pour une indépendance totale de l'Afrique en saisissant les limites de l'impérialisme qui ne permet plus au monde de fonctionner de façon juste et équitable. Afrique Média, vous êtes le président du Parti africain pour l'intégration et la souveraineté. Quelle lecture faites-vous de la situation africaine et les défis futurs du parti? En tant que président du Parti africain pour l'intégration et la souveraineté, vous comprendrez aisément que notre souci majeur, c'est d'intégrer le continent et réaliser l'unité du continent africain. Nous pensons qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait la monnaie unique africaine et il va falloir aussi que les États africains s'unissent. Ce sont les défis de notre continent, c'est-à-dire la monnaie qui est essentielle dans la souveraineté économique, monétaire et financière. Il faut que l'Afrique aujourd'hui, qui regorge toutes les grandes ressources naturelles et qui malheureusement à l'analyse des indices de développement est l'un des derniers, puisse effectivement faire en sorte que le continent soit un continent émergent, parce que les ressources stratégiques sont importantes, notamment l'or, le diamant et le cobalt et j'en passe sont des ressources stratégiques indispensables pour effectivement faire fonctionner l'économie mondiale. Un pays comme le Niger, qui est producteur d'uranium, se trouve être un pays sans électricité, donc il est temps que le continent se réveille et comprenne que unis nous sommes plus forts et que si les ressources naturelles sont mises ensemble, cela nous permettrait d'aller à une mobilisation des ressources pour relancer l'économie de notre continent. Aucun pays africain ne peut seul réussir ce combat face au cartel bancaire mondial financier qui est hyper puissant, qui est tenu par la famille Rothschild, qui est une famille économiquement très forte et derrière toutes les grandes institutions bancaires à travers le monde. Aujourd'hui, si nous voulons faire face à ce cartel bancaire financier mondial, il va falloir que les pays africains se mettent ensemble et mettre leur économie ensemble pour faire face à cette grande machine mafieuse. C'est seulement à ce titre qu'effectivement le continent pourra réaffirmer sa souveraineté économique, monétaire et financière, ce qui lui donnera une indépendance politique. Afrique Média, en parlant justement du Mali, la situation est-elle rassurante avec la junte militaire au pouvoir? C'est vrai que le mot junte me dérange un peu car il n'a pas sa raison d'être. En réalité, il s'agit des dirigeants de la transition de l'État du Mali. Alors, les événements du 18 montrent à suffisance que le peuple a demandé en réalité un changement. Une révolution qui s'est étendue sur plusieurs mois, pour laquelle la CEDEAO, qui, dans son protocole de bonne gouvernance, aurait dû alerter les chefs d'État et leur intimer l'ordre de s'inscrire dans la bonne gouvernance. Malheureusement, ce syndicat de chefs d'État n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Naturellement, si le peuple se trouve dans la rue et que le pouvoir qui est légitime, légal, dispose de la force publique, il va sans dire qu'à un moment donné, il y aura un affrontement et de ce point de vue, il y a eu des morts. Ensuite, l'armée est venue parachever le processus et le peuple a bien commandé. Donc il s'agit en réalité d'une mobilisation civilo-militaire qui a permis effectivement de mettre fin au régime d'Ibeka. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant que cela ne plaise pas aux Occidentaux qu'on veut stigmatiser militaires et civils en pensant que la mauvaise gouvernance est militaire et la bonne gouvernance est civile, j'avoue que je suis un peu perplexe dès lors que c'est un civil qui s'est retrouvé dans la posture de la très mauvaise gouvernance avec une incapacité de gérer l'insécurité, nos finances et d'aller dans le plein emploi. À la date d'aujourd'hui, ce qui est certain, il faut constater que l'armée malienne est en train d'être rééquipée, formée et des recrutements massifs sont en cours pour permettre d'endiguer ce fléau de l'extrémisme viol. Loin s'en faut aujourd'hui de penser que simplement par l'équation militaire qu'on peut gérer le problème de l'extrémisme viol. La montée en puissance de l'armée ne signifie pas que l'armée est en train de terminer cette guerre ou que cette guerre est terminée et qu'il y aura plus d'attaques. Si c'était le cas, je pense que Boko Haram n'attaquerait pas au Nigeria. Si c'était par rapport à une force militaire, je pense que Ben Laden n'aurait pas pu frapper les 2 tours de Wall Street Center, encore moins essayer de déloger le président des États-Unis de son logement officiel. Donc, cela voudrait simplement dire que la crise globale sociale et sécuritaire qui s'installe dans cette région n'est pas une équation strictement militaire. Mais force est de reconnaître qu'aujourd'hui, depuis 7 ans qu'ils ont été signés entre le gouvernement malien et les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, les accords de paix d'Alger censés mettre fin aux divergences entre les protagonistes et ramener la paix et la concorde au pays de Modibo Keïta, ont du mal à connaître une mise en œuvre sur le terrain. C'est la preuve que malgré l'entente sur le fond du problème, des difficultés subsistent encore et pas des moindres. Entre autres, l'intégration des combattants des groupes armés dans l'armée reconstituée ainsi que la question des grades et de la hiérarchie. C'est dans ce cadre que depuis le 1er août dernier, le gouvernement de la transition et les groupes armés du Nord, signataires de l'accord, sont en conclave à Bamako après 10 mois de léthargie,
sous l'œil vigilant du médiateur algérien et de la communauté internationale à travers l'ONU et la CEDEAO qui en sont partie prenante. Une relance du processus qui est d'autant plus à saluer que cela entretient non seulement l'espoir d'une sortie de crise, mais elle est aussi l'objet de fortes attentes, notamment de la part de la CMA qui s'est récemment inquiétée de la lenteur dans la mise en œuvre du processus. Le pays a besoin de guérir de ses blessures et de se relever de ses meurtrissures. Il en va de même pour le médiateur algérien qui a aussi récemment donné de la voix pour exhorter les protagonistes à aller de l'avant dans le sens du respect de leurs engagements. C'est dire si cette semaine de discussion qui s'est ouverte est une opportunité, pour les Maliens, d'aplanir leurs divergences et de faire bouger les lignes dans le sens de l'esprit et de la lettre de l'accord de paix d'Alger. Pourvu donc que soient levés tous les goulots d'étranglement. Car, depuis 7 ans que dure la danse du tango dans l'application de ces fameux accords, le Mali ne fait que s'enfoncer chaque jour un peu plus dans le chaos, avec une crise sécuritaire qui a connu bien des mutations, se métastasant du septentrion du pays pour gagner le centre qui est aujourd'hui en passe d'en être l'épicentre. En outre, les dernières sorties de la CMA qui parlaient d'abandon des accords étaient loin d'être rassurantes en ce qu'elles n'excluaient pas la possibilité de reprendre les armes. Or, le Mali n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de greffer à la crise sécuritaire en lien avec le terrorisme qui donne suffisamment de fil à retordre aux FAMA, une autre crise politique d'envergure sur fond de reprise des hostilités avec les groupes armés du Nord. Au contraire, le pays a besoin de guérir de ses blessures et de se relever de ses meurtrissures qui tendent à hypothéquer son avenir et à anéantir ses efforts de développement. Cela passe par un dénouement heureux de cette situation conflictuelle entre frères ennemis à travers l'application en bonne intelligence de ces accords de paix qui n'ont jamais aussi bien porté leur nom, tant ils se présentent comme une étape incontournable. Pour le retour de la quiétude sur les rives du fleuve Djoliba. Tout le mal qu'on leur souhaite, c'est de tenir des concertations fructueuses. C'est pourquoi les protagonistes doivent éviter de faire de ces discussions une rencontre de plus, sans véritable impact sur une situation de statu quo qui n'apporte rien à un Mali déjà trop mal embarqué dans la lutte contre le terrorisme pour se permettre le luxe de multiplier les fronts d'attaque. C'est dire si dans le cas d'espèce, la bonne foi et la sincérité doivent être les choses les mieux partagées entre les parties aux discussions. C'est dire aussi si en la matière, il serait beaucoup plus convenable, pour les participants, de venir avec un esprit constructif, en ne cherchant pas systématiquement à tirer chacun la couverture sur soi, au détriment de l'autre. C'est à ce prix que Bamako et les ex-rebelles du Nord pourraient se donner de meilleures chances de parvenir au consensus nécessaire au retour de la concorde, pour mieux s'attaquer à l'ennemi commun, le terrorisme qui est en passe de désarticuler le pays. Tout le mal qu'on leur souhaite donc, c'est de tenir des concertations fructueuses qui leur permettront d'accorder les violons et de solder les comptes, dans l'intérêt supérieur du Mali. Notamment les comptes que le gouvernement de la transition cherche visiblement à régler avec des dignitaires de l'ancien régime à travers les procédures judiciaires ouvertes à leur encontre. Pourvu que les choses se passent dans les règles de l'art, loin de toute volonté de chasse calculée aux sorcières, qui ne contribuerait qu'à diviser davantage les Maliens au moment où le pays a le plus besoin de l'union de tous ses fils et filles pour mieux faire face à l'adversité et à l'hydre terroriste qui le menace jusque dans les fondements de son existence. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.